TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lancement du projet Fontinga à Atapamé. C'est un projet qui veut faciliter l'accès aux sources d'énergie à moindre coût. Il est question de permettre à toute la population de disposer du courant électrique. Des précisions à suivre en début d'édition. Ces affiches qui encombrent et gênent, Lomé en est également victime. La plupart renvoient à la sexualité. Alors, comment venir à bout de ce phénomène? À suivre dans le dossier de cette édition. Et puis, la fête traditionnelle Tislemodi Founi Oubadam, 38e édition, célébration par la population de l'Akéran. L'apothéose de cette fête des moissons et d'initiation à suivre en fin d'édition. C'était le titre de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Ouvrons cette session d'information avec ce projet, le projet Fontinga. Il permettra à la population de disposer du courant électrique et à moindre coût. Après les savanes et la Cara, le dit projet a été lancé à Atapamé. Sylvain Raptou. Des préfets, des maires et des secrétaires généraux des communes et des préfectures à la découverte du Fontinga, un projet personnel du chef de l'État pour faciliter l'accès à l'électricité aux populations les plus vulnérables. Déjà expérimenté dans les savanes et la Cara, le projet a un fort impact social et positif puisqu'il a déjà touché plusieurs ménages. Un projet pour aider les populations à l'accès à l'énergie à moindre coût, c'est-à-dire disposer d'un compteur à 1000 francs dont le reste est payable sur une échéance de 10 ans. Un projet porté à leur connaissance pour une implication effective des populations à cette initiative du président de la République. Le projet Fontinga vient à point nommé pour résoudre beaucoup de problèmes. Les populations vulnérables sont dans l'obscurité parce que le coût de l'abonnement à la CET est cher. Et ce projet, à l'inscription, il faut payer 1000 francs et le reste sur la consommation sur 10 ans. Vraiment, c'est un projet à saluer. Beaucoup de gens aspirent à avoir du courant électrique, mais ils n'ont pas de moyens pour louer de compteurs. Et quand on amène le compteur à 1000 francs CFA, les populations vulnérables sont les premières couches concernées. Et nous ne pouvons que saluer ce projet-là qui répond aux aspirations du chef de l'État, c'est-à-dire servir d'abord les populations vulnérables. Et ce projet n'est pas seulement un projet d'ordre social, il est aussi économique. Officiellement lancé ici pour le compte de la région des Plateaux, ce projet entend répondre au volet social du chef de l'État pour une meilleure inclusion. Le chef de l'État, conformément au volet social, s'est résolument engagé à donner l'accès à une électricité fiable, en quantité, en qualité, mais surtout à un prix abordable et adapté aux revenus de chaque Togolaise et Togolais d'ici 2030. Le président de la République a initié le fonds pour l'accès universel à l'électricité, connu sous le nom du fonds Tinga. Tinga qui veut dire étoile en kabylie. L'objectif de ce fonds, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'électricité pour les populations en général et en particulier pour les personnes à faible revenu. Donc concrètement, ce fonds va permettre à l'État de soutenir un accès à l'électricité moyennant un paiement initial de seulement 1000 francs CFA. Donc au lieu de payer en moyenne 104 000 francs CFA au minimum, avec 1000 francs seulement, on peut avoir un compteur chez soi et bénéficier des services de la CET. Ce projet, lancé dans les savanes par exemple, a permis de faire passer l'électricité de 22% à 33% et dans la Cara de 33% à 44%. À travers ce projet, environ 18 000 ménages sont déjà touchés, d'où son extension pour aider davantage les populations les plus vulnérables. Après cette cérémonie de lancement, le ministre délégué chargé des mines et de l'énergie était à Nangbeto. Elle a visité la centrale hydroélectrique actuellement en rénovation. C'est pour constater l'évolution des travaux. Sylvain Aboudou.
3 centres d'excellence régionaux créés pour former des experts, produire et diffuser des connaissances dans 3 domaines. Le centre d'excellence régional pour la maîtrise. À la centrale hydroélectrique de Nangbito, la ministre des Mines et de l'Énergie. Elle est ici pour s'enquérir du fonctionnement de cette centrale mise en place par le Togo et le Bénin il y a 35 ans. Un déplacement pour également s'assurer de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation engagés il y a plusieurs mois. Ces travaux concernent essentiellement la réhabilitation des équipements, notamment turbines et alternateurs, le dispositif de protection électrique, le système de traitement des épurations, mais aussi la réhabilitation des logements existants. Un engagement pour rendre encore plus opérationnelle la centrale et mieux répondre aux besoins des populations bénéficiaires. Et il a fonctionné pendant presque 35 ans. Pour un ouvrage de la sorte, il fallait faire une réhabilitation parce qu'il a même fonctionné au-delà en fait, de la durée de vie de ce type d'ouvrage. Nous sommes venus en compagnie des partenaires techniques et financiers, donc la KfW, l'Agence française de développement, à l'AFD, l'Union européenne et représentant de l'ambassade d'Allemagne qui soutient fortement de nombreux projets dans le secteur énergétique pour constater l'évolution des travaux. Et nous sommes assez satisfaits parce que les travaux ont bien avancé et nous pensons que d'ici la fin de l'année, la centrale pourrait être mise en service et pourra injecter le premier kilowattheure. Des éclaircissements ont été fournis à la ministre en ce qui concerne le niveau d'exécution, ce qui reste à faire pour répondre à la vision des plus hautes autorités, notamment celle du Togo et du Bénin. Bien d'autres sujets sont également abordés, notamment les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, histoire de situer la ministre sur le retard constaté à certains niveaux. L'actualité ce soir, c'est aussi cette première session ordinaire du comité de pilotage des centres d'excellence régionale du Togo. Les responsables examinent les indicateurs de performance des centres et les stratégies pour développer des formations professionnelles d'excellence. Arnold Kileo. 3 centres d'excellence régionaux créés pour former des experts, produire et diffuser des connaissances dans 3 domaines. Le Centre d'excellence régional pour la maîtrise de l'électricité, CRME, le Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique et le Centre régional d'excellence sur les sciences aviaires, CERSA. Des pôles de recherche et de formation des jeunes pour améliorer les indicateurs dans ces secteurs. Les centres d'excellence revêtent pour le Togo ce que nous avions de mieux dans l'éducation nationale, dans l'enseignement supérieur. Et ces centres d'excellence sont dirigés par un comité national de pilotage qui examine d'abord les activités de l'année écoulée et aussi essaie de voir le taux de réalisation des indicateurs sur lesquels nos pays sont mesurés. Il y aura aussi à déterminer les difficultés que nous avions connues pour voir comment on peut apporter un coup d'accélérateur pour pallier à ces problèmes. Nous aurons également au cours de cette session à visiter les plans de travail donc budgétisés annuels des centres et revoir un peu les stratégies pour que nous puissions être efficients par rapport aux exigences du principal bailleur qu'est la Banque mondiale. Sur les 3 centres, le CERSA est très avancé, même un modèle en Afrique. Le centre sur les questions d'énergie, et là également, les stratégies sont mises en place pour que nous puissions rapidement relever les défis et amorcer la pente avec succès. Les centres d'excellence visent l'efficacité dans la recherche scientifique et l'enseignement supérieur, dont les résultats vont aider aux prises de décisions pouvant impacter le développement. 60 ans de contentieux administratif en Afrique noire francophone, quelles leçons pour le Togo? C'est le thème d'un colloque international organisé par l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. La rencontre a réuni à Lomé étudiants, professionnels de droit du Togo et de la sous-région. Immaculée Baoué Abalo, Yasmine Kodia. 60 ans après les indépendances, étudiants, enseignants-chercheurs, juges, avocats, tous professionnels de droit venus de l'Afrique, font une analyse rétrospective de la pratique judiciaire dans les pays francophones de l'Afrique. C'est à travers des échanges autour du thème « 60 ans de contentieux administratif en Afrique noire francophone, quelles leçons pour le Togo ?» Quels sont les problèmes
ou bien les difficultés auxquelles est confronté le contentieux administratif dans notre pays à partir de l'analyse des autres pays francophones et même de la France, et voir quelles sont les leçons, puisqu'il y a des pays qui connaissent quand même en Afrique ce développement intéressant du contentieux administratif. Si on peut, à partir de ces expériences-là, essayer de tirer quelques leçons qui vont nous permettre de dynamiser ce contentieux administratif. La pratique du droit public d'inspiration française dans les pays africains indépendants soulève plusieurs défis et enjeux. L'Institut supérieur du droit et de l'interprétariat veut se servir de ce colloque comme un tremplin dans la défense et la protection des droits et libertés individuelles. En témoigne le développement du sous-thème « Articulation de l'intérêt général avec les intérêts privés dans l'office du juge administratif ». Quand on parle de droits de l'homme, quand on parle des grandes déclarations, il faudrait que, effectivement, le juge en tienne compte des droits des particuliers, mais aussi que dans son office, il n'oublie pas que l'administration n'est pas comme un particulier et que son activité s'exerce dans un but d'intérêt général et qu'il doit faire en sorte que cette activité-là ne soit pas, compromise. En initiant ce colloque, l'Institut supérieur du droit et de l'interprétariat ISDI veut apporter sa contribution à l'amélioration de la mission du juge administratif. Créée en 2014, l'université privée ISDI a été identifiée en mars 2019 parmi les 10 premières entreprises les plus dynamiques du Togo. Commerce de petits ruminants au Togo. Le sujet réunit pour 2 jours les acteurs du secteur. C'est une initiative du Conseil interprofessionnel de la filière de petits ruminants au Togo. Il est question pour ces commerçants de réglementer leur secteur pour plus de rendement. Marie-Thérèse Nabédé et Gisèle Kozona. C'est une rencontre d'échange entre les membres du Conseil interprofessionnel de la filière de petits ruminants du Togo. Il prépare une proposition d'un mécanisme devant permettre d'identifier les commerçants du secteur et harmoniser les prix des petits ruminants sur le marché. Le but, rendre plus rentable leur activité. Comment reconnaître un commerçant? Comment identifier un commerçant? Un des principaux objectifs de leur atelier. Le second objectif, c'est de pouvoir s'entendre pour fixer les mécanismes de commercialisation des petits ruminants. Est-ce qu'il faut continuer de vendre un petit ruminant sans savoir le prix par kilo? Donc, c'est des échanges qui ont démarré déjà il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de poursuivre ces échanges-là. Et donc, pour nous, nous sommes très contents d'accompagner ce processus parce que Vétérinaires sans frontières Suisse accompagne les acteurs togolais qui vivent des petits ruminants. Ce que nous attendons de cette rencontre, c'est de mettre tous les commerçants ensemble, de se faire voir, d'identifier tous les commerçants, connaître ce que nous voulons et ce que nous allons faire pour accompagner le développement de notre pays, le Togo. L'élevage contribue à environ 6,7% du PIB du Togo. Le Conseil interprofessionnel de la filière de petits ruminants mène des actions en faveur des membres des fêtières, de producteurs et des commerçants, comme l'opération Tabaski, pour leur permettre de bien écouler leurs produits. Dans l'actualité également, l'ONG internationale Santé Intégrée a ouvert ses portes au public ce vendredi. Elle a voulu faire connaître les services qu'elle offre à la population et tisser des liens de partenariat avec d'autres acteurs de la santé. Sandra Aziagbe. L'ONG internationale Santé Intégrée depuis 2015 garantit des soins de santé primaires à tous et particulièrement aux femmes et aux enfants à travers des agents de santé communautaires. Ces derniers améliorent le quotidien des populations enclavées. Une mission en lien avec la politique sanitaire du gouvernement en matière de la santé maternelle et de la reproduction. Pour attirer plus de partenaires engagés, l'ONG Santé Intégrée s'ouvre au grand public. Ce qu'on fait dans les maisons en termes de soins, d'offres de soins, le plus rapproché des gens, ce n'est pas connu. Et c'est ce que nous essayons de faire, des initiatives qui permettent de mettre des réseaux d'agents de santé communautaire bien formés, outillés, avec un impact plus
significatif. L'ONG offre ses services grâce aux unités sanitaires. Elle en dispose 25 dans 5 localités, Koza, Dakpen, Bina et dans le Bassar. Quand Santé Intégrée est arrivé, on a passé par des sensibilisations de la communauté sur la santé de la femme et des enfants. Ils ont recruté des agents de santé communautaires qu'ils ont formés et ceux-là, on les a partagés dans des zones. Et actuellement, nos centres n'ont pas beaucoup de pénurie de produits. Ils appuient même financièrement les volontaires que nous-mêmes nous avons recrutés. Ces dernières années au Togo, l'État met l'accent sur l'accès universel des soins primaires. L'agenda de l'ONG internationale Santé Intégrée vient en soutien à tous ces efforts entrepris par l'État togolais en la matière. Le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe a reçu en semaine 2 audiences. En premier, une délégation allemande de haut niveau conduite par la présidente de l'ONG allemande au Togo, Action PIT Togo Hilfe. La chef du gouvernement a ensuite reçu le directeur général du groupe CFAO. Si les premiers sont venus pour le renforcement de la coopération économique entre le Togo et l'Allemagne, les seconds sont venus pour un partenariat dans le renouvellement du parc automobile togolais. Yasmine Kodia. Investir au Togo à travers les petites et moyennes entreprises, c'est la volonté des autorités politiques allemandes. Aux côtés de la présidente de l'ONG allemande Action PIT Togo Efe, installée au Togo, la délégation a expliqué au Premier ministre Victoire Tombega Dogbe l'intention de l'Allemagne d'œuvrer pour de long terme dans la coopération. L'objectif de l'Allemagne, ce n'est pas de faire seulement une chose ponctuelle, mais plutôt d'initier et de renforcer des activités durables. Nous voulons nouer concrètement des contacts, c'est pourquoi nous avons amené même des entrepreneurs dans la délégation qui ont donc vu la situation ici sur place et qui vont démarrer avec des activités, des investissements. Madame la Première ministre a mis l'importance des petites et moyennes entreprises devant pour qu'on comprenne que c'est ça le domaine où il faut s'engager. Et ça existe aussi en Allemagne, et donc on a des problèmes semblables, et donc c'est normal de collaborer dans ce domaine. L'ONG allemande Action PIT Togo Efe œuvre au Togo depuis 40 ans. Au menu de la seconde écoute, accordée au directeur général du groupe CFAO chargé de la mobilité, Marc Hirschfeld, le renouvellement du parc automobile initié par le gouvernement togolais, le groupe compte apporter sa contribution. En réalité, ce que nous proposons, c'est d'amener des véhicules qui sont beaucoup moins chers que ce que vous proposez, donc qui se rapprochent un petit peu plus du prix de certains véhicules d'occasion. L'idée n'est pas de remplacer tout, mais de pouvoir commencer à faire les choses de manière progressive. C'est aussi de travailler avec les partenaires financiers, de pouvoir amener un financement lorsqu'il y a un véhicule neuf, où nous pouvons essayer de travailler pour dire que la valeur de ce véhicule va rester dans le temps, puisqu'il sera entretenu, bien entretenu. Donc c'est un travail de partenariat. On ne peut pas tout faire tout seul, bien évidemment. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut construire cet écosystème ensemble pour pouvoir amener au peuple togolais l'accès justement à ces véhicules neufs. Son Excellence a été très favorable à ces propositions. Il y a eu beaucoup de démarches faites par le gouvernement dans ce sens-là. Donc elle est très à l'écoute et nous allons voir comment nous pouvons travailler ensemble maintenant avec les différents ministères pour pouvoir contribuer à ce beau projet. Le rajeunissement du parc automobile, selon Marc Hirschfeld, respectera les normes sécuritaires et environnementales tout en favorisant les importations grâce au partenariat avec les banques. Le groupe compte également renforcer les capacités des garages au Togo. En enviant cette cérémonie de remise officielle de matériel d'assainissement et de gestion des déchets et d'équipements informatiques, c'est un appui du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest au profit de l'Agence nationale de l'assainissement, de la salubrité publique ANASAP, de la mairie des Lacs 1 et de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. Tchazinambaga. Au Togo, le projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RESIP, mène une lutte acharnée pour la protection du littoral.
À côté de cette action phare, il est prévu un soutien aux institutions et à la gouvernance. Voilà qui justifie cet appui en matériel roulant au profit de la commune des Lacs 1 et de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, ANASAP. La protection côtière est le volet le plus important du projet. Nous intervenons dans la lutte contre la pollution par les déchets liquides ou solides. À travers cette composante-là, nous travaillons avec l'ANASAP pour l'assainissement de la plage et la mairie des lacs pour la gestion des déchets solides et liquides au niveau de la commune des Lacs 1. C'est dans ce sens-là que ces équipements ont été acquis. Et l'ensemble des dons dont est gratifiée la mairie des Lacs 1 est la conséquence de cette vision du président de la République qui consiste à donner aux communes les moyens d'assurer le bien-être de leur population. Ces engins viennent à point nommé pour nous permettre vraiment de faire un travail plus efficace au niveau de la plage, un travail qui serait au profit de nous tous. Le projet Waka Récip accompagne aussi l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. L'ANGE est dans un processus de dématérialisation de ces procédures et cela permettra de rendre plus efficace la prestation de l'ANGE. Donc c'est par rapport à ça que le projet accompagne ce processus-là. Et dans ce cadre, nous avons acquis une trentaine d'ordinateurs. Nous tenons premièrement à remercier le projet Waka pour l'accompagnement qu'il fait à l'agence. Ces ordinateurs sont acquis pour accompagner l'agence dans la dématérialisation du processus d'évaluation environnementale. Donc on aura un gain en temps, on aura assez d'avantages en les utilisant. L'ensemble de ce matériel roulant et de l'équipement informatique est évalué à un peu plus de 315 millions de francs CFA financés par la Banque mondiale. Le projet Waka Récip est initié par le gouvernement togolais. Un tour à présent à travers la ville de Lomé. Ces affiches ne passent pas inaperçues. Des affichages anarchiques. Dans plusieurs carrefours, ces affiches renvoient pour la plupart à la sexualité, un phénomène polluant, un secteur à réglementer. Dans la télévision togolaise. Dans presque tous les carrefours de Lomé, des affiches qui renvoient pour la plupart à la sexualité. Il n'est pas rare de les voir collées aux panneaux de signalisation. Une pratique qui n'est pas du goût de tous les usagers de la route. Nombreux d'entre eux se sentent d'ailleurs indisposés par ces affiches à caractère sexuel. Ça me fait un peu mal. Déjà, quand les enfants voient ça, bon, ils ont une idée de sexualité. Ce n'est pas une bonne éducation. Le gouvernement doit faire un effort pour ça et sensibiliser les gens de ne plus faire ce genre de publicité. Quand je vois des affiches comme ça, moi je les appelle des affiches bordel. Ça pollue l'environnement. Donc c'est quelque chose qui nous agace. Si les maires peuvent intervenir à travers les numéros laissés sur les affiches. Par contre, certains n'y trouvent pas d'inconvénient. Pour eux, la sexualité n'est plus aujourd'hui un tabou. Cette stratégie de communication n'est pas un problème à leurs yeux et les raisons sont multiples. Nous sommes dans un monde un peu différent. Nous les hommes maintenant, on a un problème de faiblesse sexuelle. Ceux qui affichent des choses comme ça, il y a d'autres, c'est pour l'argent. Mais il y a le vrai aussi. Aux côtés des affiches à caractère sexuel, il y en a bien d'autres. Offres d'emploi, vente d'articles, location, entre autres collés en désordre dans la ville. Le phénomène pollue l'environnement selon les mairies qui ont déjà pris des dispositions pour le contrôler. Nous avons fait une sensibilisation, nous sommes passés même saisir ces instruments de ces propagandes-là. Mais vous le faites 1 ou 2 semaines après, ça revient. Et je crois qu'il va falloir être plus sévère dans les sanctions, tout faire connaître ceux qui sont les auteurs de ces genres de comportements et sévir. Et pourtant, l'affichage anarchique en ville est passible de sanctions. Les communes entendent durcir le ton pour régulariser la situation et rendre la ville de Lomé plus attrayante. Dans nos carrefours, il y a des choses, quand vous les voyez, vous couvrez le visage. Mais ces carrefours ne sont pas seulement pour nous. Les étrangers visitent notre pays. Ils partent avec des images qui ne correspondent pas à ce que nous sommes, à la valeur que nous devons incarner, véhiculer. Les élus locaux, nous sommes interpellés. Il nous faut plus de propriété dans notre communauté, que ça soit plus beau, plus attrayant, plus propre, plus ordonné. C'est ça. Et le désencombrement qui, bientôt à partir du 15, va devenir un sujet vraiment où il faut sévir. Il faudrait que nos compatriotes comprennent
pour qu'à partir du 15, il y ait plus d'ordre, que nous tous nous réjouissons. Ah, voilà ma petite contribution, ce que moi aussi j'ai pu faire pour qu'il y ait de l'ordre dans ma commune, dans mon milieu. Et avec le dégagement des trottoirs, les communes entendent donner un nouveau visage à la ville de Lomé et bien au-delà. L'opération devra prendre en compte les affiches qui ne respectent pas les normes requises. De quoi permettre à la ville de Lomé de retrouver son lustre d'antan. Dans les locaux de la télévision togolaise, la célébration du 8 mars a été entre autres marquée par une sensibilisation sur les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Immaculée Baoué Abalo, Carmen Madi Akapo. Le cancer est un problème de santé publique majeur en Afrique. La maladie figure parmi les 3 principales causes de décès prématurés dans presque tous les pays. Selon les Nations Unies, 1,5 million de nouveaux cas seront enregistrés et 1 million de décès en Afrique subsaharienne d'ici à 2040. La division de la surveillance des maladies non transmissibles du ministère de la Santé sensibilise ici les professionnels des médias sur le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate. Et c'est pour marquer la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous avons trouvé donc judicieux d'en parler, de parler de ces facteurs de risque, de parler des signes qui peuvent faire révéler le cancer du col ou le cancer du sein. Par rapport à l'autopalpation des seins, nous demandons aux femmes de le faire 1 fois par mois, juste après les menstruations. Donc la femme se couche, elle met son bras sous la tête et avec l'autre main, elle essaie de diviser le sein en 4 parties. Et elle prend le sein cadran par cadran, elle essaie de masser. Cette sensibilisation est donc la bienvenue selon les participants. On sait maintenant à quoi s'en tenir. Quelles sont les mauvaises habitudes qui peuvent nous conduire à avoir le cancer. Il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger trop salé, trop sucré, les mauvaises habitudes. Cette initiative est portée par l'amicale du personnel de la télévision togolaise TVT et la cellule genre du ministère de la Communication et des Médias. 8 mars commémoré également par les femmes de la Loterie nationale togolaise. Plusieurs d'entre elles ont été honorées pour services rendus à la Lonato depuis plus de 20 ans. Les échanges ont également porté sur le cancer, ses causes et son traitement. Solange Amondé et Christine Peteki Aloudé. 8 mars, journée dédiée à la reconnaissance des droits et des contributions des femmes dans les sociétés. À la Loterie nationale togolaise, on les célèbre autrement. Elles sont honorées pour leur loyauté et services rendus pendant plus de 20 ans. Cette reconnaissance nous va tout droit au cœur et donc nous invitons nos jeunes frères et sœurs à tenir à bras le corps, la Lonato, pour qu'elle produise encore mieux que ce que nous on a fait. C'est également une rencontre de sensibilisation et d'échange sur le cancer du sein, de l'utérus et de la prostate. Les causes, la prévention et la prise en charge. Le thème international n'est pas du monde, mais le cancer est une maladie silencieuse qui fait beaucoup de dégâts en ces temps, dans le monde entier surtout. Et nous, particulièrement, nous tenons à aider le personnel à se prendre en charge pour que nous n'ayons pas à déplorer le départ des collègues. Les opportunités offertes par la révolution numérique se diversifient. Les avantages également. Ces femmes de la Loterie nationale sont exhortées à plus d'engagement et d'initiative dans le secteur des technologies. Cela participe à réduire les inégalités entre les sexes. Les populations de la préfecture de l'Akiran étaient en fête. Elles ont célébré Tislemo Difwani au Boudam. Elle est à sa 38e édition cette année. C'est une fête des moissons et d'initiation. Nestor Mouzou. Les peuples Lamba, Tamberma et Gangan renouent cette année avec leur culture après 2 ans de rupture pour cause de la pandémie à coronavirus. Ces peuples communient avec leurs ancêtres à travers Tissilim Difwani au Boudam, la fête traditionnelle annuelle de la préfecture de l'Akiran.
Tisselim Difouani au Boudam est célébrée dans la première quinzaine du mois de mars. Cette fête constitue un événement qui cimente davantage la fraternité et la solidarité entre les autochtones et les autres peuples résidant dans l'Akiran. Elle revêt un double sens. Tisselim Difouani au Boudam est à la fois une fête de moisson et d'initiation. Pour les Lamba et les Gangans, Tisselim et Oboudam constituent une fête de moisson au cours de laquelle l'on rend hommage aux dieux de la terre et aux mânes des ancêtres pour l'abondance des récoltes. Pour le peuple Tamberma, Difouani est la fête d'initiation du jeune garçon qui s'apprête à entrer dans la vie active. On lui apprend l'endurance, la force de caractère, les privations, le courage et la témérité. C'est à cette condition seulement que le jeune Tamberma pourra intégrer le monde des adultes. En prélude à cet événement, chaque canton s'est acquitté de son devoir par l'entremise des prêtres traditionnels en apportant les prémices des récoltes et la boisson locale, ainsi que des volailles dans les sanctuaires pour le rituel. Cette étape décisive marque l'ouverture des pratiques, des cérémonies et des funérailles traditionnelles. La préfecture de l'Akiran est composée de 9 cantons. Les populations de l'Akiran cultivent essentiellement le sorgho, le haricot, le mil, le maïs, le fonio, le riz, l'igname et le coton. Des mets préparés à base de ces produits ont été dégustés à cette célébration. L'Akiran a un répertoire folklorique très riche. Elle dispose aussi d'un parc animalier. Le site Koutamakou, le pays des Batamariba, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, fait non seulement la fierté de l'Akiran, mais aussi de celle de tout le pays. Le représentant du président de la République à cette célébration a remercié les populations de l'Akiran pour leur mobilisation. La mobilisation de ce jour démontre l'importance de votre fête traditionnelle. Tisselim Difouani au Boudam et prouve à suffisance votre adhésion à la politique culturelle de revalorisation de nos traditions engagées par le chef de l'État. Tisselim Difouani au Boudam est donc un éloquent triptyque de brassage et de concorde interculturelle des peuples, un facteur de paix et de valorisation et la promotion de la diversité culturelle au sein de votre communauté. Voyante et laborieuse population de l'Akiran, votre volonté de vivre ensemble et votre engagement à œuvrer dans la paix et l'unité aux côtés du chef de l'État en vue de garantir un développement harmonieux de notre pays a justement amené le président de la République, son Excellence Forest Dania Singbe, à soutenir pleinement la mise en œuvre de projets qui contribuent de manière significative au développement de l'éducation et de la science, à la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel du pays pour les générations futures. Dans cette perspective, le défi sécuritaire qui s'impose actuellement à notre pays se doit d'être relevé pour nous permettre de protéger notre patrimoine culturel dont la pleine valorisation produira de la richesse profitable à tous. La culture Lamba, Tamberma, Gangan face aux enjeux du développement de l'Akiran. C'est le thème sur lequel Tisselim Difouani au Boudam, qui est cette année à sa 38e édition, est placé. Le représentant du chef de l'État a salué la pertinence de ce thème qui, selon lui, est en accord parfait avec les préoccupations actuelles du gouvernement. Il a aussi souligné que la fête Tisselim Difouani au Boudam est un bel exemple d'acceptation mutuelle. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.